Napoléon. Ce nom a fait trembler toute l'Europe. Il a enseigné au monde entier que César et Alexandre avaient un successeur. Véritable génie militaire pour certains, tyran pour d'autres, Napoléon a su s'imposer dans les annales de l'histoire. Avec lui, il entraîna un groupe d'hommes, venus des quatre coins de France et même d'Europe. Paysans, fermiers, bergers, ces jeunes hommes ont tous laissé une pierre sur l'édifice qu'est Napoléon. Ensemble, ils ne formèrent pas une simple armée. Non, ensemble, ils formaient la Grande Armée. Là où César pouvait compter sur la fameuse Légion romaine, Napoléon, lui, avait la Grande Armée. Plus de 2 millions d'hommes ont construit sa légende, comme armée imbattable, infatigable, la meilleure de son temps, employant de tactiques nouvelles et triomphantes à maintes reprises. Mais comment sommes-nous passés d'une armée mal équipée et mal entraînée à la Grande Armée? Et surtout, quelles sont les qualités qui lui ont permis de dominer l'Europe? La Grande Armée a apporté bien d'innovations tactiques et stratégiques. Ces innovations ont chamboulé l'art de la guerre au XIXe siècle. Mais comment ont-elles vu le jour? Nous sommes en 1792 et l'Assemblée, fraîchement créée, vient de déclarer la guerre à l'Empire des Habsbourg. Mais se pose alors un problème que les députés n'avaient pas vu venir. La Révolution a profondément désorganisé l'armée française. Les soldats désertent en masse, et dans certains cas, ils tuent même leur général. Bref, cette armée-là n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour affronter les puissances européennes qui ont juré la disparition de la République. Alors on se hâte, on recrute, on réorganise, mais le temps est limité. Les Prussiens ont déjà commencé l'invasion. Alors que faire? Que faire quand les soldats sont à peine entraînés, qu'ils sont à peine disciplinés? Il n'y a pas le choix. Il faut mettre en place des tactiques nouvelles, des tactiques capables, même en infériorité numérique, de battre l'ennemi. C'est dans ce contexte que va naître bien d'innovations tactiques. La Grande Armée n'est que la digne héritière de l'armée révolutionnaire. C'est donc dans le contexte que nous venons d'énumérer que va apparaître certainement le meilleur atout de la Grande Armée. Sa plus grande force, le système divisionnaire. La Grande Armée est alors divisée en 7 corps, supervisés par un maréchal. Le corps d'armée est lui-même divisé en 2 à 4 divisions, soit 25 à 30 000 hommes chacun. A contrario, avec les armées des puissances européennes, elles avancent en un bloc compact, un bloc lent qui passe de ville en ville pour écraser l'ennemi. Léon Tolstoï, célèbre écrivain russe, comparait l'armée russe au mécanisme d'une montre. Tout est calculé, tout est millimétré. Quand on voit ça, on comprend alors que le corps d'armée correspond avec une autre stratégie de Napoléon, la vitesse. Vitesse qui a de nombreuses fois fait gagner des batailles. Le corps d'armée voyage donc léger. Pas de nourriture, pas de tente, que des canons de campagne. Pour les vivres, on compte sur les habitants. Ferdinand Joseph Linard, soldat de la Grande Armée, écrit « Nous fûmes logés et nourris chez les habitants, qui devinrent en quelque sorte nos domestiques. Cependant, on nous donna l'ordre de ne rien exiger d'eux, de force,
et que ceux qui se rendraient coupables de vol ou qui maltraiteraient les habitants seraient punis de mort. Cette stratégie permet une grande vitesse, bien qu'elle rende la Grande Armée vulnérable à la pratique de la terre brûlée. La Grande Armée peut également compter sur un soutien indéfectible, un soutien qui veut de l'or, un soutien d'une importance capitale, la population. Là où la Grande Armée passe, les habitants sont aux petits soins, car les soldats n'apportent pas que des affaires, des bardas. Non, ils apportent aussi des idéaux vantés par les philosophes comme Hegel, mais aussi et surtout par les bourgeois, paysans, etc. En Pologne, la Grande Armée est accueillie en véritable libérateur de l'oppression prussienne. On comprend alors pourquoi la Grande Armée était composée à 10% de Polonais. Mais cela ne se réduit pas qu'aux Polonais. Les Allemands étaient également de grands soutiens de Napoléon. Ils représentaient 13% des soldats de ce dernier. Dans la Grande Armée, un soldat sur 3 était étranger. La présence de Napoléon galvanisait les troupes. On crie vive l'empereur. On est prêt à mourir pour ce dernier. Vainqueur de tant de batailles, de tant de campagnes. Sa proximité avec les soldats les motive encore plus. Napoléon passe dans les bivouacs. Il encourage ses hommes. Il est au plus près d'eux, même dans la bataille. L'empereur n'hésite pas à aller au devant du feu. N'ayez crainte, lance-t-il un jour à ses soldats. N'ayez crainte, car le boulet qui devra me tuer n'est pas encore fondu. On comprend désormais pourquoi les soldats sont prêts à se battre jusqu'à l'épuisement, et pour certains, jusqu'à la mort. La Révolution favorise tout cela. Quand l'Europe tout entière vous attaque, quand vos pères ont donné leur vie pour la Révolution, on ne se bat pas pour du territoire ou pour des religions. Non, on se bat pour la survie des idéaux révolutionnaires. On se bat pour le maintien de l'Empire. Et surtout, on se bat pour la pérennité de la dynastie Bonaparte. Avec tout ça, la Grande Armée fait des exploits. Lors du passage de la Bérésina, tristement célèbre, les pontonniers se sacrifient littéralement en plongeant dans une eau très froide. Tout ça pour construire les ponts. Tout ça pour éviter l'anéantissement total. Tout ça pour sauver l'Empire. Sur une centaine de pontonniers, seuls 5 survivront. Cet événement nous fait comprendre l'état d'esprit de bon nombre de soldats de la Grande Armée. Bien que la Grande Armée présente des avantages tactiques, son commandement est également de grande importance. Évidemment, on pense en premier à Napoléon, ses stratégies innovantes et des victoires éclatantes. Il est clair que Napoléon et son esprit tactique ont été décisifs dans les campagnes de la Grande Armée. Mais il n'est pas le seul. La période révolutionnaire a doté la France de grands généraux. On peut notamment penser au maréchal Davout, duc d'Auerstedt, qui, en 1806, affronte avec son seul corps d'armée les 3/4 de l'armée prussienne. Grâce à des audacieuses manœuvres, Davout remporte une victoire éclatante. Le maréchal Murat fit aussi des prouesses sur le champ de bataille, comme à Eylau, où il fit la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. 12 000 cavaliers lancés sur les Russes. Certains soldats, témoins de la scène, décrivent un tremblement de terre inédit. Plusieurs soldats adverses auraient fait des crises cardiaques en les apercevant. Et ce ne sont pas que des cas isolés. Mais alors, revenons à notre question de base. Qu'est-ce qui a permis à la Grande Armée de dominer l'Europe? Après tous les points que l'on vient de voir,
Essayons de dresser une synthèse. Déjà, une organisation parfaite, qui inclut des tactiques innovantes, telles que le corps d'armée, véritable révolution pour l'époque. Nous pouvons également ajouter que la Grande Armée bénéficie d'importants soutiens aux idéaux de la Révolution. De plus, les soldats sont galvanisés par le contexte et la présence de l'empereur. Et enfin, nous pouvons ajouter que la Révolution a doté la France de grands généraux. Alors voilà ce qui a fait le succès de la Grande Armée. Mais la Grande Armée, ce n'est pas que ça. La Grande Armée, c'est aussi un édifice. Un édifice construit par 2 millions d'hommes, où chacun a laissé une trace irréversible. C'est ça, la Grande Armée.